Allez, c'est parti du coup pour ce nouvel épisode de Partnership Zero to One. Pour commencer, déjà, bienvenue à tous. Je suis Hippolyte, cofondateur de Partnershift et ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Pour rappel, Partnershift c'est une communauté Slack et un média dédié au partenariat que j'ai cofondé avec Alexandre Leboeuf et Martin Catino. On permet à plus de 1200 leaders et leaders en partenariat d'échanger dans notre Slack, d'être à jour sur les meilleures stratégies du métier grâce à notre newsletter mensuel, notre podcast et bien sûr nos webinars Partnership Zero to One. Donc pour rappel, ce webinar, c'est le rendez-vous bimensuel des membres de la communauté Partnershift. Donc 2 jeudis par mois, on reçoit les meilleurs experts du métier pour un échange direct et pragmatique sur 3 volets. Partage de success story, comme ça a été le cas avec Conto Stello, donc lors du premier épisode. L'analyse d'écosystème, ça a été le cas avec Maxime sur l'écosystème du paiement et aujourd'hui avec PL sur l'écosystème e-commerce. Et on fera la découverte troisième, donc des focus thématiques stratégie, notamment avec le prochain, les 2 prochains, avec Thomas Dussara en janvier, mais je vous en parlerai un peu plus à la fin de l'épisode. Évidemment, chaque session, on termine sur une session de Q&A, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va se pencher sur l'analyse des partenariats dans l'écosystème e-commerce. Donc on va explorer les différents types de partenaires, comment structurer ton revenu sharing. On explorera aussi par le use case de Payplug, comment ils ont développé leur stratégie de partenariat. Avec évidemment des retours efficaces et de PL pour mettre en place la stratégie. Donc, pour décrypter ce sujet, j'accueille du coup PL, donc Paul-Louis Bénard, qui est Partnership et Expansion Manager chez Payplug. Merci d'avoir accepté d'échanger aujourd'hui du coup sur ce sujet. Est-ce que tu peux te présenter peut-être en 2 minutes avec un focus sur les partenariats? Ouais, carrément. Merci à toi pour l'invitation, Hippolyte. Rapidement, donc moi je suis Paul Louis, je suis effectivement, comme le disait Hippolyte, Expansion and Partnership Manager chez Payplug. Je crois énormément au partenariat comme moteur de croissance pour les boîtes de manière générale, y compris pour les marques. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans un second temps. Je suis en charge de la partie e-commerce, de la partie partenariat sur le spec e-commerce. Voilà ce que je vais dire à peu près. L'idée c'est que qu'on vous apporte plutôt des insights sur les partenariats dans l'univers du e-commerce plus que moi ce que je fais réellement. Donc, je sais pas, est-ce que ça te va comme introduction? C'est pas mal. Rapidement, tu es quand même un expert e-commerce très impliqué dans cet écosystème. Je me souviens de 2 choses quand on s'est rencontrés. La première, tu m'avais dit que tu prenais tous les vendredis un créneau de 30 minutes ou 1 heure Ouais, pour discuter avec des personnes de ouais, l'écosystème. Et maintenant, tu en as consolidé ouais, même des insights que tu partages assez régulièrement sur ta newsletter. ouais. Bah, en fait, ça part un peu d'un postulat qui est faut être curieux. Je suis quelqu'un d'assez passionné par tout ce que j'entreprends et tout ce qui m'intéresse un tant soit peu. Il va falloir que j'aille deep dive le truc à fond. Donc, il y a un peu plus d'1 an, j'avais mis en place des sessions. Donc, à l'époque, c'était 1 heure le mercredi après-midi. Ce que j'avais appelé les open hours. Et l'idée, c'était qu'en fait, mon agenda soit libre sur ce créneau-là à qui veut échanger autour de ses problématiques du quotidien. Donc, que ce soit marque, une personne qui monte une application, un ISV, un partnership manager ou autre. Donc là, l'idée, c'était vraiment de discuter et à la fois évidemment d'apporter de mon expérience, mais aussi moi d'enrichir en fait mes connaissances sur plein de sujets différents. Et donc ça a tellement marché qu'on a doublé les créneaux. Donc maintenant c'est mercredi et vendredi. J'ai jamais moins d'1 mois de minimum de disponibilité. Donc j'essaie de caler des créneaux à droite à gauche dans mon agenda. Le constat il est que après 1 an j'ai discuté avec une 50aine de marques à peu près, dont certaines marques qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et ça s'en sort généralement avec des introductions, plein de choses. Ça marche vraiment bien. Les marques sont vraiment très, très contentes. On reviendra après sur le sujet des introductions qu'on fait à des partenaires. C'est un peu la maladie de notre époque, je trouve. Il y a aussi effectivement, je suis très curieux, donc je fais une veille en permanence. Je suis en permanence en veille sur le e-commerce et le retail de manière générale. Et donc, il y a un peu moins d'1 an, c'était en février, j'ai créé une newsletter que je gère tout seul qui s'appelle Anaking, qui est la meilleure newsletter e-commerce de notre pays. Et je le dis Ça va. avec évidemment beaucoup
beaucoup de second degré. Et dans cette newsletter, je partage énormément de tips, de petits hacks. Je fais aussi intervenir des experts sur des thématiques sur lesquelles je suis beaucoup moins expert que d'autres. Mais vraiment, l'idée, c'est que ça serve à au moins une personne. Et si ça sert à au moins une personne, je continue. Bah écoute, on va pouvoir commencer à deep dive. T'as discuté avec plus d'une cinquantaine de marques, tu connais bien tout l'écosystème e-commerce avec tes différentes expériences en partenariat. Bah écoute, let's go pour attaquer ce sujet. Déjà, peut-être pour poser un peu le contexte et comprendre l'écosystème e-commerce, qui sont pour toi donc les acteurs et les types de partenaires dans l'écosystème. J'avais essayé de réfléchir un peu à cette question quand on a commencé à en discuter il y a 15 minutes. Pour moi, dans l'écosystème e-commerce, tu as 3 familles d'acteurs. Je parle pas des marques, je parle pas des marques avec lesquelles, qui nous font vivre au final. Pour moi, il y a 3 familles d'acteurs. Il y a les CMS, en tout cas des plateformes. Les plateformes, c'est ce qui va permettre à une marque de créer son site. Il y a les agences freelance qui vont développer ce site. Et après, il y a ce qu'on appelle les ISVs. Donc ça, c'est toutes les solutions qui vont venir se greffer autour de la plateforme pour permettre à la marque d'enrichir son expérience à la fois consumer, mais aussi son expérience utilisateur en tant que brand. Et donc voilà, pour moi, il y a vraiment ces 3 grandes familles qui sont distinctes. Et ensuite, dans chaque famille, tu mets tout le monde. C'est-à-dire que, évidemment, les marques, je le mets vraiment à part. Mais les agences, tu mets les freelances, tu mets les agences design, tu mets les agences tech dedans. Tu mets aussi les agences emailing, tu mets les agences d'acquisition. Tu mets vraiment tout. C'est vraiment toutes les équipes qui sont vraiment indépendantes des marques et qui vont accompagner les marques dans l'optimisation de toute l'expérience user et expérience client, consumer. Et dans les plateformes, tu vas mettre à la fois les grands CMS qu'on connaît, à savoir PrestaShop, WooCommerce, Shopify, Magento, Adobe, etc. Tu vas mettre aussi toutes les solutions qui, pour moi, permettent d'optimiser toute la partie hébergement des sites, quand il y a besoin d'en avoir une. C'est pas le cas sur un Shopify, par exemple. Et puis, côté ISV, tu vas mettre tout le monde. Donc, tu vas mettre des Klaviyo, tu vas mettre des Payplug, parce que mine de rien, on rentre dans cette catégorie-là aussi. On va venir enrichir l'expérience, mais en se greffant à la plateforme, à l'environnement de la plateforme CMS, la plateforme e-commerce. Et après, tu vas mettre toutes les solutions qui sont en train de naître. Donc, à la fois les gros acteurs, comme je te cite à l'instant Klaviyo, comme Payplug, comme Stripe, comme toutes les grosses solutions aujourd'hui qui sont un peu des incontournables du marché. Et puis aussi toutes les applications qui rentrent en ligne de compte, toutes les solutions un peu intermédiaires qui se sont montées, qui ne sont pas uniquement sur un format application, qui ont également ouvert leurs API. Très clair de l'extension de tous les acteurs, mais aujourd'hui, quels sont ceux que tu considères comme étant les plus stratégiques pour une solution SaaS dans l'écosystème? Alors, en essayant d'être le plus objectif possible. Pour les plus stratégiques pour une solution SaaS, d'un point de vue vraiment partenariat, les plus stratégiques, c'est celles et ceux avec lesquels vous partagez un ICP le plus pertinent possible. Après, on peut parler même d'overlap sur les comptes à partir du moment où tu commences à connecter un Reveal ou un Crossbeam. En tout cas, à partager ton CRM sur un Crossbeam ou un Reveal avec tes partenaires. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est assez intéressant. Je parle souvent de la différence entre d'avoir des convictions et des certitudes. On ne pensait pas, tu vois, par exemple, un partenaire. On peut citer des partenaires, c'est bon, c'est possible. Ouais, c'est OK. Ok, tu vois, un partenaire comme Contentsware, par exemple, que j'aime énormément parce que je trouve que leur solution est vraiment game changer. Il y a eu le rachat de Hotjar il y a 2 ans, je crois que c'est à peu près 2 ans, qui a vraiment pas mal changé l'ampleur de l'entreprise, notamment dans sa capacité à aller adresser vraiment tous les comptes. Là, en plus, il y a eu complètement une refonte de leur offre et tout. Mais tu vois, Contentsquare, historiquement, c'est une boîte avec laquelle à laquelle on s'intéressait pas trop chez Payplug, non pas parce qu'on n'aimait pas la solution, mais parce qu'on pensait pas vraiment partager un ICP, on pensait pas qu'il y aurait un overlap sur les comptes. J'ai rencontré Mathieu Baudel, leur partnership manager, avec qui je me suis très bien entendu tout de suite. On a une vision assez proche de la manière dont on crée des partenariats et dont on les gère. Et avec Mathieu, on s'est dit, tiens, vas-y, on essaye, au moins on connecte les reveals. Et en fait, on s'est rendu compte que moi, sur sa base client, j'en ai 20% à peu près qui sont utilisateurs de Payplug sur le marché français. Donc en fait, la conviction, elle est nourrie aussi parce que tu vas essayer d'aller chercher comme information, versus la certitude qui pour moi est plutôt une idée qui stagne dans le temps et dans l'espace, sans aller dans des réflexions trop philosophiques. Mais c'est aussi ça, c'est qu'en fait, on a nourri cette conviction qui est de dire, mais, en fait, je comprends pas, j'ai des clients qui me parlent de Contentsquare, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas d'aller creuser un peu plus ce qu'on est capable de faire? Et au final, aujourd'hui, Contentsquare devient un de nos partenaires
je vais pas dire privilégiés, mais en tout cas de nos partenaires stratégiques sur les 1, 2, 3 prochaines années. C'est ouf parce que tu viens de citer deux choses que je trouve super intéressantes sur les stratégies de partenariat. Soit le truc en haut, de dire tu vas discuter avec le partnership manager, typiquement comme Mathieu Baudel, à qui on fait un petit coucou parce que c'est vraiment un énorme boss. Et tu viens commencer à faire un overlap de CRM avec Reveal, ou soit sinon il y a l'autre approche qui est effectivement discuter directement avec tes clients, de dire bonjour, mais quel est ta stack d'outils, qu'est-ce que tu utilises comme outils, services, etc. Et tu vas vite te rendre compte que auprès de tes clients, il y a un overlap et tu vas pouvoir avoir directement le vivier de partenaires avec qui discuter, quoi. Ouais, complètement. Mais tu vois, un truc tout bête, mais c'est aussi quand nous on a ouvert Reveal, on est client Reveal depuis assez longtemps. Là, je pense, mon humble avis, on l'a très mal utilisé pendant trop d'années et donc payé beaucoup trop cher l'outil pour ce qu'on en faisait. Il y a quelques temps, on l'a connecté à HubSpot. Nous, on utilise HubSpot chez Payplug. Et quand on l'a connecté à HubSpot, on s'est rendu compte qu'on pouvait venir alimenter notre HubSpot avec toutes les informations CRM partagées par nos partenaires. Et c'est là, en fait, que ça devient véritablement intéressant, c'est que à partir du moment où on a un partenaire qui est relativement bien identifié chez nous, notamment auprès des équipes customer facing, qu'à la fois auprès des équipes AM sur des opérations upsell par exemple, ou même du churn back, hein, comme toute boîte, on essaie d'aller récupérer nos clients qui ont churn, même si on n'a pas beaucoup. Et on a aussi en parallèle nos équipes sales pures qui elles font de la chasse ou en tout cas qui vont être en écho sur des deals. Très simplement, la mentalité, elle a un peu échangé, la philosophie a un peu évolué chez Payplug. C'est que maintenant, j'ai des sales qui viennent me voir sur Slack en direct en me disant je suis sur tel marché en ce moment, j'ai créé la compagnie, je viens de voir que c'était un client de Pierre, Paul ou Jacques. Et en fait, via ce biais-là et via le partage justement de CRM que je trouve extrêmement sain pour le coup, les boîtes qui me disent non, je partage rien, en fait, tu peux déjà décider de ce que tu partages. Qu'en vérité, en fait, il y a pas vraiment de frein à cela. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte réellement de la puissance de ton écosystème dans tes décisions business. Ouais, je suis 100% d'accord. Et pour continuer, tu as parlé de beaucoup de typologies d'acteurs. Comment est-ce que tu priorises, plus de la priorisation entre les intégrations techniques et les partenariats commerciaux? Bah, pour moi, la priorisation, elle doit être différente. C'est-à-dire que déjà, avant toute chose, quand je fais rentrer, en tout cas, quand je m'intéresse à un partenaire, parce que tous les partenaires que je fais rentrer sont des partenaires, en tout cas, qui sont sur des secteurs d'activité qui m'ont intéressé à un moment donné. Quand on fait rentrer un partenaire, on s'est déjà posé la question au préalable de est-ce qu'il y a un intérêt / une possibilité d'aller s'intégrer nativement avec ce partenaire-là. Oui, on essaye de voir si c'est faisable et si on peut le rentrer dans la roadmap. Non, est-ce qu'on est capable de le faire rentrer côté business / marketing uniquement? Et donc en fait, moi, j'ai pas réellement de priorisation à faire entre l'un ou l'autre. C'est juste que si j'ai une validation côté PNT, dans ces cas-là, je vais plutôt orienter ça d'abord vers comment est-ce qu'on dresse une stratégie business avec un partenaire technologique. Sinon, comment est-ce que je fais en sorte d'exploiter au maximum ce partenariat-là pour qu'on ait, je déteste cette expression, mais je n'arrive pas à trouver autre chose, pour qu'on ait quelque chose à raconter. Ça y est, je l'ai dit. Mais en gros, pour qu'on ait quelque chose à raconter, ce partenaire-là et moi, à la fois d'un point de vue marketing, mais aussi d'un point de vue sales. Parce que l'intérêt, c'est aussi, encore une fois, moi, je considère qu'on est au service des marques. Et celui qui considère que non, c'est les marques qui vont s'adapter à son produit, pour moi, il a absolument tort. On est au service des marques parce qu'en fait, on bouffe grâce aux marques. C'est elles qui nous payent. Donc encore une fois, est-ce que j'ai un intérêt à me mettre avec ce partenaire-là et est-ce que ce partenaire-là a aussi, là je vais être un peu égoïste, mais encore une fois, est-ce que ce partenaire va faire en sorte que ma crédibilité et ma légitimité en tant que solution, mais aussi en tant qu'expert, elle est gonflée, entre guillemets. Ouais, c'est clair. On parle de beaucoup de marques dans l'e-commerce. La notion de toujours être customer centric, c'est pas juste je vais voir un tel parce que on s'entend bien, etc. Et on essaie de créer une value proposition ensemble. Mais en fait, il faut toujours mettre le client final au milieu. Ah, complètement. Lui, c'est à lui à qui tu dois. C'est lui ton patron en fait. C'est lui à qui tu vas rendre des comptes, que tu la valeur, que tu vas dire 1 + 1 = 3. Et en fait, le 3, c'est ce que ça apporte au client. Et peut-être du coup. Ouais, et tu vois, je pense qu'on en parlera aussi dans la seconde partie, notamment au niveau de des priorisations et autres, mais qui est un de mes gros enjeux de 2024 et sur lequel Alex m'a beaucoup aidé, m'aide encore parce que c'est pas parfait, mais comment est-ce que tu priorises ou dépriorises un sujet? Mais il faut aussi partir d'un constat simple, c'est qu'il y a aussi une grosse partie fit, équipe entre les partenaires.
100%. Il n'y a pas qu'une question de product, mais en vrai, il y a une question de fit. Moi, pourquoi est-ce qu'avec Mathieu, c'est bien passé? C'est parce qu'en fait, on a bu un coup un soir ensemble, on s'est rencontrés dans le cadre d'un événement organisé par DNG. C'est trop bien entendu, ça a matché. Le lendemain à 9h, j'avais un message LinkedIn, tu vois. On disait, il faut qu'on fasse un truc ensemble, ça va être trop bien. Parce que au-delà de l'aspect product et de l'aspect vraiment complémentarité des solutions, tu as aussi le fit, soit qui fait naître une relation, soit qui permet à cette relation technologique d'être encore plus dynamisée, d'être encore plus pertinente pour les marques. Ça m'est arrivé aussi et on peut pas s'entendre avec tout le monde. Heureusement, je m'entends bien avec la plupart des gens que je rencontre, mais tu as aussi des solutions avec lesquelles ça a pas match, avec lesquelles j'ai dit no go. Enfin, je leur ai même pas dit. C'est qu'en fait, je me souviens d'un partenaire à qui j'ai cut un jour un one-to-one qui était mensuellement parce qu'en gros, il n'était pas content des introductions que je lui faisais parce qu'il n'arrivait pas à signer les mecs derrière. Tu vois. En fait, à partir du moment où, en gros, en fait, pour moi, il y a une question de fit en fait qui est ultra importante dans la relation qu'on a entre les partenaires, mais vraiment de fit équipe et fit humain, quoi, qui est précieux. Ouais, 100%. Et c'est la raison pour laquelle je pense que beaucoup de partnership managers ont un enjeu d'aller toujours rencontrer de nouvelles personnes, donc d'être présente sur le Slack partnership pour faire rencontrer de nouveaux partenaires et aller aux afterwork. Mais même au-delà de ça, c'est la raison pour laquelle il y a plein de salons qui sont organisés vraiment dédiés aux partenaires. Il y a plein de soirées d'afterwork et pour certains qui sont pas dans le métier, ils disent mais en fait ils font tout le temps la fête, alors qu'en fait finalement tu sais Mais que on bosse. tu Mais vas on pouvoir. bosse en fait. Et en fait, tu bosses, quoi. C'est l'endroit où tu vas rencontrer, du coup, les partenaires, tu vas débloquer des situations, accélérer des process, Ouais, de ouf. un échange de contacts. Peut-être pour continuer sur la seconde partie, je voulais vraiment qu'on puisse deep dive quand même sur les stratégies et actions avec Payplug. Notamment, on a parlé de tout cet écosystème. Comment aujourd'hui, Payplug s'intègre dans cet écosystème? C'est quoi, enfin, si t'as un peu d'exemple aussi d'ailleurs de valeurs que vous apportez, si on reprend du coup les clients, mais valeurs que vous apportez avec vos partenaires. Bah ouais, non mais en fait, du coup, je vais essayer de répondre un peu sur le même format que ma première réponse, c'est-à-dire repartir sur les trois grandes familles. Nous, on s'intègre de trois manières différentes. On s'intègre dans une partie vraiment conseil sur la famille agence. Donc, c'est-à-dire que les agences, qu'elles soient agences digitales, je vais essayer de te citer des noms pour que les personnes ici puissent aller identifier vraiment les familles s'il y en a pour qui c'est pas encore suffisamment clair. Mais typiquement sur des agences, imaginons des agences CRM, comment est-ce que je fais pour m'intégrer dans d'un point de vue vraiment conseil auprès d'un Certify, auprès d'un email club ou autre. Comment est-ce que je fais d'un point de vue agence digitale pour m'intégrer dans le discours des agences qui vont créer les sites d'un point de vue conseil, comme un Axome, comme un Colors un W3 Lead et autres. Tu vois, il y en a vraiment énormément avec qui on s'intègre. On a quand même, en tout sur le marché français, on a 800 agences partenaires en France, Payplug. C'est te dire à quel point le réseau est tentaculaire. Et de la même manière, si comment dire, là on va s'insérer d'un point de vue technologique, comment est-ce que les intégrations ont fait en sorte qu'elles soient les plus pertinentes possibles pour les marchands d'un point de vue technologique sur des CMS. Donc comment on s'intègre à la fois d'un point de vue technologique en permettant à un marchand, à une marque d'ajuster très facilement le plugin Payplug sur son site. Sur Shopify, ça se fait, je pense, en 1 minute 30 top chrono. C'est la même chose pour un PrestaShop et autres. Donc, on a vraiment simplifié toute la partie onboarding pour les marques pour que déjà, en fait, l'expérience utilisateur d'une marque, d'un e-commerce manager, d'un directeur marketing qui s'occupe du site et autres soit la plus smooth possible. On s'intègre aussi dans, j'allais dire, dans la performance qu'on impulse à travers notre solution. La performance, c'est comment est-ce que je fais pour avoir le moins d'erreurs de paiement possible. Je vais essayer d'être le plus simple possible et puis passer rapidement parce que c'est vraiment propre à Payplug, mais comment est-ce que je fais pour en fait offrir la meilleure solution possible aux marques. C'est très compliqué le paiement. Il faut savoir que le paiement, c'est pas du tout la même chose que de vendre une solution aussi sexy qu'un Klaviyo, par exemple. Je rêverais de pouvoir vendre une solution aussi sexy qu'un Klaviyo, mais c'est pas du tout le cas. En fait, le paiement, c'est un non-sujet. C'est vraiment un non-sujet pour les marques. Les marques veulent pas en entendre parler. Quand tu entends parler d'un marchand, soit il est vraiment trop content de la solution, il est tellement gentil qu'il t'en parle, mais la plupart du temps, les marchands n'ont absolument pas le temps d'aller adresser leurs compliments à des solutions, soit il vient de parler parce qu'il a une merde. Et le jour où Payplug devient la solution ultime, c'est le jour où on appuie un seul message au support. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on s'intègre pour faire en sorte que, je vous rassure, la solution est ultra performante. On s'intègre aussi dans le schéma d'un marchand qui est
de d'avoir en tout cas d'avoir une dette la plus petite possible au niveau de sa stack technique. Donc, comment on fait en ayant un algorithme breveté chez nous qui permet d'aller optimiser la performance sur les paiements, c'est-à-dire d'avoir le moins d'échecs de paiement liés à des erreurs 3DS, par exemple. Et ensuite, d'un point de vue confiance, comment est-ce qu'on fait pour offrir la meilleure expérience user aux marques et la meilleure expérience consumer aux consommateurs finaux, avec une solution de paiement qui soit la plus simple possible d'utilisation pour les consommateurs et une équipe qui soit la plus disponible possible d'un point de vue accompagnement, des business reviews et autres pour les marques. Donc, c'est un peu le schéma dans lequel on s'intègre, à la fois d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue conseil à travers nos partenaires ou même nous en direct. Ok, ouais, très clair. C'est aussi pour ça que vous êtes très bon dans la partie agence. Je me souviens d'avoir rencontré un GOAT chez vous. Je dis le GOAT parce qu'on me l'a présenté Vincent comme le boss des agences, Vincent Liuzzi. On m'a dit c'est Ouais. le gars qui connaît toutes les agences de France et de Navarre. On l'appelle Dieu. Vous l'appelez Dieu en interne. Non, mais ouais, non, moi je l'appelle Dieu. En vrai, Vincent, c'est un peu pour moi, c'est l'alpha et l'oméga du partenaire. Il a tout compris. Il a tout compris, mais en plus, on a une chance immense de l'avoir. Il a tout compris et en même temps, tout est naturel chez lui. Enfin, il y a la manière dont il accompagne. Parfois, je regarde son inbox. Je me dis, mais putain, le mec, comment il fait pour gérer ça? Enfin, déjà, j'ai l'impression quand même d'être débordé tout le temps. Mais je me dis, mais comment il fait pour gérer ça? Mais non, en fait, c'est juste que il sait faire. Il a le savoir-faire, mais il a le faire savoir aussi. Tu vois. Et pour moi, en fait, quand tu as ça en partenariat, et c'est en ça, et on reviendra après sur la manière dont on arrive aujourd'hui à avoir plus de 80%. Alex en parlait au micro de Maxime Imbert en fin de semaine dernière. Je crois que c'est plus de 85% là sur le dernier quarter. Parce qu'en fait, c'est un gars qui est tellement synonyme de confiance pour ses partenaires qu'en fait, il n'y a même plus de questions à se poser. Enfin, il y a un sujet paiement, hop, ça part chez Payplug. C'est le gros travail que Vincent a fait pendant plus de 10 ans, hein, parce que Vincent, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est chez Payplug. Et maintenant, avec ses équipes, à savoir Tommy, Nicolas, et qui en gros répliquent le même schéma. C'est-à-dire que on est tellement efficace dans la manière de répondre à nos partenaires et de les accompagner lorsqu'ils ont des sujets avec leur marque. Parce que c'est ça aussi. L'agence, elle vient s'adresser à un partenaire qui ne va pas mettre en doute la crédibilité que cette agence a auprès de son marchand, tu vois. Nous, en fait, moi, si je merde avec une marque et que cette marque, elle nous a été introduite par une agence partenaire, c'est l'agence que je mets en porte-à-faux, tu vois. Donc, Ouais. en fait, c'est en ça que oui, je veux pas être trop, je veux pas trop le brosser dans le sens du poil, mais en fait, ouais, pour moi, Vincent, il a insufflé une dynamique dans l'écosystème, d'abord chez Payplug et maintenant dans l'écosystème. La preuve, hein, c'est un mec dont on t'a parlé comme étant le king. Hein. Tu vois, ça me faisait marrer parce que je sais que tu dis souvent de moi que je suis le GOAT. Moi, pour moi, Vincent, c'est le king. Enfin, c'est vraiment le gars qui a tout compris, quoi. Bref, c'était pas un webinaire sur la personne de Vincent, mais ouais, franchement, c'est un gars qui gagne à être connu. Il est incroyable. Incroyable. Moi, il m'a énormément appris. Mais écoute, je pense que ça vaudrait le coup que je le fasse passer du coup dans un prochain webinaire, vraiment Mais sur ouais, de ouf. absolument discuter avec lui sur la thématique agence, de comprendre ses stratégies, comment est-ce qu'il fait pour créer du lien, update du coup tous ses partenaires. Enfin, c'est une science, c'est une science. Et Ouais, il est très fort. et pour enchaîner, tu parlais des 85% parce que c'est un truc effectivement que j'avais noté. Enfin, c'est ouf de se dire 85% du revenu, si je dis pas de bêtises, est drivé par les partenariats. Ouais. Donc ça veut dire que il reste 15% en fait finalement pour les sales, enfin, pour le direct en fait finalement. Est-ce que en rapide, tu peux nous faire un récap de cet équilibre entre l'acquisition directe et indirecte et comment ça a été possible? Tu sais que du coup tu as commencé à évoquer le sujet des agences parce que je pense que c'est en illustration un peu, c'est un sujet de j'entends parler, enfin j'entends beaucoup de membres me dire qu'ils ont des objectifs à réaliser, tu sais, genre 30% du coup du chiffre d'affaires drivé par les partenariats quand initialement ils sont à zéro, ils doivent faire 0 à 30% assez rapidement. Je dis souvent que c'est quand même un investissement à long terme. J'aimerais bien comprendre comment vous en êtes arrivé. J'ai commencé à te l'expliquer, mais en fait, c'est un investissement qui dure depuis 10 ans. C'est un investissement dans lequel moi j'ai toujours cru, alors que je ne suis dans l'écosystème paiement et notamment chez Payplug que depuis 4 ans. J'ai divagué pendant 2 ans. Je suis allé chez un concurrent, mais je suis revenu sur le vaisseau mère. Mais en fait, moi, c'est ma vision de base. C'est-à-dire que tu n'auras jamais la force
commerciale suffisante en interne pour inonder un marché. Et ça, il y a des solutions qui sont aujourd'hui motrices dans l'écosystème, qui l'ont très bien compris et qui en ont fait un peu leur postulat de base. Shopify aujourd'hui a des équipes commerciales en France, mais pendant des années, n'a jamais eu de commerciaux. La force commerciale de Shopify, c'est son réseau d'agences. De la même manière qu'un Klaviyo. Klaviyo a des commerciaux basés à Londres pour le marché français, mais Klaviyo a aussi un réseau d'agences qui sont à la fois dans une posture de conseil auprès des marques, mais sont aussi porteuses d'un message qui est de dire que Klaviyo, c'est la meilleure solution de marketing automation en France. Dans le monde. En France, pas aux boîtes françaises, mais en gros en disant qu'il n'y a pas de meilleure solution dans le monde. Donc en fait, c'est ça. Moi, je pars du principe que, et c'est là où Shopify l'a très bien compris, de base, c'est de dire, en fait, pourquoi tu recrutes des commerciaux ? Pourquoi on recruterait des commerciaux ? Puisque de toute façon, on a un réseau d'agences qui est capable de faire le travail j'allais dire, mince, j'ai plus le terme en tête. De vendre de la solution, en tout cas en gros, ils ont spread le message un peu partout sur le marché français, tu vois. Et le fait d'avoir une équipe commerciale directe te permet aussi d'aller casser un plafond de verre que tu ne peux plus atteindre, que tu ne peux pas casser avec simplement une source externe. Et c'est en ça, en fait, que notre équipe commerciale est très précieuse aussi et qu'elle nous permet d'aller répondre à des appels d'offres. Tu vois, un truc tout bête, mais en fait, les appels d'offres d'un gros acteur du marché qui va faire plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, son appel d'offres, il n'est pas édité par son agence. Son appel d'offres, il est édité par ses équipes en interne, éventuellement avec avec des experts, avec un cabinet externe qui va les aider sur la rédaction d'un RFI. Mais l'appel d'offres, il est édité et il est envoyé directement aux éditeurs. Donc c'est en ça aussi que nos équipes commerciales sont très précieuses. Et puis de toute façon, nous, en tant que responsable partenariat, on n'a pas vocation non plus à vendre la solution Payplug, à la présenter sous toutes ses coutures, de la même manière que les agences n'ont pas vocation à dire tiens, Payplug va t'aider sur telle partie, mais attends, je vais rentrer exactement dans le détail avec leur algorithme et tout. Non, on a des équipes commerciales qui sont derrière et qui vont aussi enrichir l'expérience de la connaissance, montrer en fait... si je peux t'imaginer le truc, c'est l'agence va montrer la bagnole qui s'appelle Payplug. Le partenaire, lui, c'est lui qui aide justement le chargé de partenariat chez Payplug va aider le partenaire à comprendre la voiture dans son ensemble au niveau de la carrosserie et tout. Et par contre, tu as le commercial derrière qui va montrer aux clients potentiels comment on ouvre le moteur et comment ça fonctionne réellement à l'intérieur. Ouais, donc voilà, c'est un peu pour moi l'équipe parfaite. Et donc en fait, on est parti vraiment de ce postulat il y a 10 ans. Donc c'est Vincent qui a été recruté de base pour vraiment monter ce réseau de partenaires. Et aujourd'hui, on a un réseau qui est composé de plus de 800 partenaires agences en France et qui nous drive 85% visiblement du business aujourd'hui. Ce qui est absolument colossal. Absolument colossal. Je pense pas que tu aies de boîtes aujourd'hui, si ce n'est les grandes solutions comme des Shopify qui maintenant ont recruté des équipes commerciales justement pour aller faire de l'upsell, pour aller vendre sur d'autres targets qu'ils n'arrivent pas à aller chercher avec leur réseau d'agence. Mais je pense pas que tu aies de boîtes en France qui fassent un travail équivalent en matière de travail de son réseau de partenaires. Écoute, je suis 100% d'accord. Il y a assez peu de boîtes. Je pense qu'il y a une culture, une stratégie à mettre en place dans l'écosystème parce que, comme tu l'as dit, finalement, tu travailles en équipe avec tes partenaires qui permettent de pouvoir réellement mailler beaucoup plus le marché, d'instaurer beaucoup plus de confiance. Et là-dedans, ce que j'aime bien, c'est l'image au début, quand tu lances une boîte, c'était très sales direct déjà, c'était founder lead growth déjà, où t'es le founder qui va aller appeler du coup les clients, essayer de récupérer des feedbacks, essayer de vendre, etc. Quand tu as réussi à vendre, du coup, tu passes le bébé à des sales directs qui, eux, vont créer du coup toute la sales motion, tous les materials, tous les funnels, toute la stratégie du coup de go-to-market. Et quand celle-ci est établie, là, tu as suffisamment de confiance. Tu commences à établir de la confiance par ta partenaire value proposition. Tu as un nombre de clients, du revenu, des logos, des testimonials, plein de choses pour aller convaincre des partenaires, donc des agences, des éditeurs, etc., en fonction des différentes typologies, intégration, service. Je peux aller même jusqu'à l'alliance, etc. Et donc là-dedans, tout ce qui est sales motion établi, tu peux le passer du coup par les partenaires et les partenaires, eux, vont spread selon la typologie, de la confiance, la visibilité, ils vont se vendre en indirect et c'est comme ça que tu montes progressivement de 0% en partenariat à 85 chez Payplug. Et moi, je le vois pour des très grosses boîtes, un peu d'inspiration, mais Microsoft, ils font 95% de leur chiffre d'affaires par les partenariats.
ils sont en indirect complet. Et voire même, j'ai entendu récemment, j'ai rien discuté du coup avec eux, mais j'ai entendu que certaines boîtes comme De Facto étaient en mode 100% indirect, de se dire à Day One, on va compter sur les partenariats. Donc, Mais magnifique. Mais aussi parce que, mais je pense qu'on jouit aussi d'un changement dans l'écosystème, d'une métamorphose de l'écosystème. C'est le fait que je me souviens d'en avoir parlé longuement avec une agence sur Lyon qui s'appelle Dedi. C'est qu'en fait, on avait fait une conférence il y a un an chez eux, et il y a quelqu'un qui disait mais du coup, c'est quoi votre rôle en fait en tant qu'agence, vu que maintenant en fait Shopify peut vraiment le marchand peut aller tout faire sur Shopify. En fait, c'est en ça que pour moi c'est le rôle d'une agence, quel que soit son comment dire, son secteur d'activité, ou en tout cas ses spécialités, il a réellement changé. C'est qu'en fait, l'agence n'est plus seulement une exécutante. L'agence est devenue a changé, a switch vers un rôle plutôt de conseil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une expertise des agences proprement techniques, c'est-à-dire à créer un site dans sa complexité, à aider le marchand, à comprendre la plateforme dans son ensemble. Mais tu as aussi un rôle de conseil, qui est de dire à la marque, écoute, là, en vrai, tu fais de la merde. Parlons-nous franchement. Mais tu as des marchands qui sont tellement, je reviens sur le terme de certitude versus conviction, qui sont tellement pleins de certitude parce que c'est leur bébé, parce que c'est leur produit, parce que comme ils ont fait 50K le mois dernier, ils sont persuadés qu'ils peuvent faire x2, qu'en fait non. Prends en compte le marché, comment il évolue, prends en compte aussi les habitudes de consommation, et en fait, il y a aussi un rôle des agences qui est d'être en veille permanente. Et je sais que c'est un gros manquement aussi pour les agences, parce que les agences sont tellement débordées qu'en fait la veille elle est aussi complexe à introduire dans ton agenda. Mais le rôle d'une agence a vraiment évolué. On n'est plus dans un rôle vraiment d'exécutant, mais on est vraiment passé sur une agence de conseil. Aujourd'hui, le rôle d'une agence, il est vraiment de conseiller ses marchands. Et c'est en ça qu'en fait la façon dont on va vendre en externe, en indirect, notre produit PayPlug via les agences, il est aussi simple. Parce qu'en fait, les agences, elles ont besoin d'apporter vraiment, de gonfler leur crédibilité, leur légitimité en proposant les outils les plus performants du marché. Et on s'inscrit dans cette dynamique. Ok, et attends, ce qui me fait dire, en fait, aujourd'hui, vous avez combien d'agences? Vous êtes partenaire avec combien d'agences? 800 à peu près. 800 à peu près. Aujourd'hui, tu es en partenariat avec 800 agences avec qui tu travailles. Comment est-ce que tu gères la concurrence entre toutes ces agences? Et même si elles sont j'imagine, il y a différents segments. Hein, comment tu gères ça? Très bonne question. Alors déjà, je vais partir d'un truc très simple, c'est que pour moi, on en parlait, le deuxième truc dont on parlait juste avant. Je pense que l'introduction par mail, c'est devenu la maladie de notre époque. Je te prends un exemple très concret. Il y a une communauté sur laquelle on est, qui n'est pas une communauté concurrente, mais plutôt une communauté, j'allais dire, qui vient se greffer à celle de Partnership, qui est le café de e-commerce. Et un groupe sur lequel tu as énormément de monde, un groupe WhatsApp. Il y a quelques temps, de temps en temps, il y a des gars qui vont lâcher des messages dessus en disant « Hey, coucou, je cherche une agence pour m'accompagner sur, je sais pas, une refonte PrestaShop. On va varier les plaisirs. » Et là, d'un coup, le gars se fait démonter de messages dans tous les sens, genre « Ouais, attends, je peux te présenter. » Et donc, en fait, ça me fait vraiment beaucoup marrer. Et je me souviens d'avoir même d'avoir vraiment en plus fait une petite blague il y a pas très longtemps où j'ai balancé un message genre ouais bonjour, je cherche une agence Shopify et tout, parce qu'en plus je sais que sur le WhatsApp t'as des copains, tu vois, donc ils savent très bien que c'est une grosse farce de ma part. Et j'ai reçu, en l'espace de 2 minutes, j'ai dû recevoir une dizaine de messages en perso me disant je te conseille telle agence, telle agence, telle agence. Et en fait c'est en ça que je reviens, fin de la blague, je reviens à ce que je disais, c'est qu'en fait pour moi c'est en ça que l'introduction est devenue un peu la maladie du 21e siècle. C'est que on veut à tout prix montrer qu'on a un réseau sans pour autant prendre en considération les besoins de la marque en particulier. Et en fait, il y a un truc tout bête, mais avant de faire une intro, est-ce que tu sais exactement quel est le besoin de la personne? Parce que moi, en fait, faire des intros, je peux en faire, je peux te lâcher 10 intros par jour sans problème, tu vois. Mais en fait, quel intérêt pour la marque d'être introduite auprès de 10 agences différentes qui sont besoin précis, il y en a que 2 parmi les 10 qui sont capables d'y répondre. Et en fait, avant de faire des intros, prenez les besoins. Tu vois, un truc tout bête, mais il y a un marchand qui me pose la question, est-ce que je peux lui conseiller une agence? Bah, ma première question, c'est, ok, mais tu veux faire quoi? Tu veux faire de l'omnicanal? Tu veux faire
tu veux une intégration avec un Cegid parce que ton système POS, il est sur Cegid. Qu'est-ce que tu veux faire réellement? Est-ce que tu veux une agence qui est spécialisée sur du Shopify Plus, qui fait que du Shopify Plus? Je prends l'exemple d'un marchand qui me demanderait une introduction pour une agence Shopify, tu vois. En fait, il y a plein d'infos et c'est en ça, si tu veux, que je reviens sur ta question, mais en fait, à quel point la connaissance de notre écosystème, elle est importante pour justement pas mettre trop en concurrence les agences, c'est qu'en fait, il y a des agences qui vont faire plus ou moins la même chose, mais il y a aussi des agences qui vont sortir du lot parce qu'elles ont une connaissance précise sur un métier précis, sur une action précise. Par leur historique, tu as des agences qui sont très fortes sur de l'intégration PIM, tu as des agences qui sont très fortes sur du déploiement POS. Il y a une agence avec laquelle on a travaillé récemment qui est Moon Moon, parce qu'ils nous ont poussé sur un marchand chez qui faisait un déploiement POS. On avait un autre marchand qui voulait faire la même chose. Naturellement, en fait, on s'est dit, mais attends, ça a bien marché juste avant. Refait, tu vois. Et tu as d'autres marchands qui vont être très forts sur des replatforming, parce qu'il y a tout un transfert de data qui est ultra important. Ça, tu vois, typiquement, on arrive à jongler là-dessus. Et de la même manière, tu as aussi des agences qui vont te dire, bah attends, moi là, je veux faire que du Klaviyo. Tu as des mecs qui sont experts en Klaviyo, et bah, on sait vers qui t'envoyer, tu vois. Mais en fait, pour moi, c'est aussi ça. Il n'y a pas de nécessité. En fait, il n'y a pas. Moi, je vois pas trop de risque à mettre les agences en concurrence à partir du moment où tu connais réellement les forces de chacune et chacun. Parce que si tu connais les forces de chacune et chacun, et que tu as suffisamment bien cerné le besoin de la demande à la base, déjà, tu as un entonnoir qui est naturel. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, en synthèse, en fait, il faut juste bien connaître du coup ces agences. J'imagine que tu tiens un listing avec tous les éléments de différenciation. Donc, le segment, les tailles de boîte qu'ils adressent, j'imagine tout type de critères d'un côté, et de l'autre, en fonction de ces critères, et tu as une entreprise qui te demande d'être mise en relation pardon, avec un partenaire. Donc, tu vas essayer d'avoir, déjà, un, tu as son profil, et deux, tu as son besoin. Et donc, ça, ce que tu veux, c'est faire matcher, en fait, de manière matricielle, en fait, les deux. Et ça, c'est là où tu vas trouver, finalement, que deux agences à lui partager, quoi. Ouais, Ouais, c'est complètement. une très bonne best Mais, mais, practice. mais, mais, mais c'est, mais c'est un vrai sujet. Enfin, tu vois, pour moi, encore une fois, notre rôle, il est d'aider les marques à filtrer au maximum et à arriver le plus rapidement possible à la réponse, trouver la réponse à la question qu'ils posent de base. Et qu'en fait, quand je vois des gars qui envoient, ouais, je cherche une agence Shopify et qui t'envoient en message 10 agences, genre en fait, quel intérêt? Mais quel Ouais, intérêt de faire ça, tu vois? t'es saoulé, quoi. Enfin, moi, tu m'envoies ça. Sans te poser de questions, sans te poser de questions. Moi, je me dis, mais en fait, ok, d'accord, si je suis nouvel arrivant et un peu naïf, je me dis, ok, d'accord, donc là, il faut que j'aille rencontrer 10 agences différentes. Oh my god, enfin, comment je fais? Et voilà, c'est un peu ça. Moi, c'est pour ça que je dis qu'en fait, là, et alors, je pèse mes mots, mais c'est en ça que je dis que la maladie de notre époque, c'est un peu l'introduction facile. C'est que les gens ont l'impression que faire des intros partout, c'est ce qui va justifier la puissance de leur réseau. Alors qu'en fait, non, c'est à quel moment c'est pertinent de parler de telle solution dans ton, comment dire, dans les échanges. Moi, il y a des solutions, par contre, encore une fois, c'est à quel degré de crédibilité tu mets par rapport à telle ou telle solution. Je te prends l'exemple de Loyoli. Je ne demande même pas à Joseph ou à Antoine, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une intro à telle marque? En fait, je l'ai fait d'entrée de jeu, genre, écoute, gars, il faut que tu parles avec ces gars-là, ils sont trop forts, leur solution est trop bien, vas-y, fais-moi confiance, s'il te plaît. Et en fait, c'est aussi comme ça que ça marche, mais parce que tu vois, j'ai réussi aussi avec le temps, je pense, et je le dis encore une fois avec beaucoup d'objectivité, mais j'ai réussi à me construire une certaine légitimité et crédibilité à faire des bonnes introductions. Ouais, Mais message adressé à tout mon réseau, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que moi qui dois faire des intros, hein, c'est aussi dans l'autre sens. on donne, et on cherche aussi, in fine, à recevoir. Mais ouais, complètement. Ça fait écho à un très bon post de Maxime Imbert qui était ton précédent invité sur le webinar. Ce matin, il a lâché un post mais dans lequel je m'inscris mais de A à Z, donner avant de recevoir. En vrai, en fait, moi, je mets au défi que quiconque que j'ai rencontré dans des cadres de business review me dise le contraire. Quand je mets en place une business review récurrente, je dis systématiquement aux marques, aux partenaires, écoute, on ne parle pas de moi d'abord. D'abord, je vais t'envoyer du monde parce que j'ai envie de croire à la crédibilité de ta solution et de voir si ça fonctionne. Si les clients sont contents, ensuite on verra pour dynamiser le truc et ensuite je te demanderai des services. Mais déjà, en fait, je vais te pousser des intros. Donc je suis entièrement d'accord avec lui, donner avant de recevoir. C'est évident, vital. C'est ce Ouais, qui c'est la fait clé. aussi
C'est la clé pour vraiment faire croître ce réseau le plus rapidement possible. C'est clair. Et de la manière la plus cohérente et pertinente. Ouais, 100% d'accord avec toi. Je fais juste une petite pause et juste en une seconde, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans les commentaires. Là, il reste une quinzaine de minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. On va les prendre une par une et en même temps, j'ai des questions pour la fin. Peut-être avant de répondre aux questions, peut-être deux dernières questions, PL. La première, c'est comment est-ce que tu fais ta source de veille en fait au quotidien pour tenir à jour sur l'e-commerce et quels sont les événements incontournables de l'écosystème? Alors, la source de veille, elle est multiple. Il y en a plein en réalité. C'est aussi ça le problème du e-com. C'est qu'en fait, il y a énormément de sources et qu'il faut réussir à filtrer et donc à prioriser / déprioriser sur certains contenus. Au niveau des évolutions sectorielles, vraiment, imaginons, je prends le secteur de la mode, j'ai envie de voir un peu comment ça évolue et tout. Il y a DNG qui a une très bonne newsletter. Je ne sais plus si ça s'appelle toujours le regard de DNG. Mais en gros, qui a un cabinet de conseil spécialisé en D2C. La newsletter est vraiment excellente. Vraiment excellente. Je me souviens d'une newsletter qu'ils avaient sortie, d'une étude en gros sectorielle sur le secteur de la maison et de la déco, où ils avaient pris, en fait, ils avaient analysé 50 ans d'évolution du secteur avec les unes des magazines Ikea, des collections Ikea. En gros, ils avaient vraiment calqué l'évolution du secteur en prenant en 1970, en gros, la couverture du magazine Ikea, c'était ça, tu vois. Et en fait, comment est-ce que Ikea a en même temps évolué avec le secteur et comment est-ce qu'en fait le secteur a aussi évolué avec Ikea. Et donc, je trouve en tout cas sur les évolutions sectorielles en e-commerce, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Okay. En source externe, tu as aussi Grégory Perrin, le copain qu'on salue, qui a une très bonne newsletter, qui est vraiment là sur de la veille pure, sur des chiffres et autres. Vraiment, je trouve intéressante. Sur l'IA, si on ouvre un peu, il y a une newsletter que je suis depuis peu. Comment ça s'appelle ce truc-là? Du coup, de l'IA, tu veux Normalement, dire je suis appliqué du abonné. coup au e-commerce? Ouais, en gros, c'est un peu les évolutions de l'IA. Alors, tu vois, je sors d'une discussion juste avant avec le cofondateur de YouMind, discussion qui était absolument passionnante, où justement, je lui disais, je ne vais pas parler de son produit, qui d'ailleurs est assez prometteur, sur du conversationnel, sur une IA conversationnelle. Mais tu vois, je lui disais, je trouve que l'IA, c'est devenu un peu le mot valise, où maintenant, quand tu vas en salon, les mecs t'alpaguent en te parlant d'IA. Premier truc qu'ils te disent, c'est « Ah, moi, je fais de l'IA ». Je regarde, en fait, qu'est-ce que tu racontes, tu vois, moi aussi, je fais de l'IA chez Payplug. Enfin, je veux dire, on a un algorithme. Si tu veux qu'on appelle ça une IA, pas de souci, tu vois. Mais qu'en fait, c'est déjà d'arriver à trier sur l'IA. Et l'IA, pour moi, c'est un peu le gros sujet là sur les prochaines années, non pas par l'évolution que ça amène et que ça va amener, mais surtout pour la nécessité pour nous passionnés ou en tout cas les acteurs, actrices de cet écosystème, trier. Parce que tu vas en avoir pour tout ce que tu veux. En fait, il y a trop de contenu sur l'IA et qu'il faut vraiment filtrer. Attends, et du coup, peut-être pour recentrer, la question, c'était sur quelles sont les ressources sur e-commerce. Donc, t'as parlé Ouais, donc la veille de Grégory et Perrin, effectivement, qui est non très aussi. intéressante. Non. Ouais, la veille de Grégory Perrin est vraiment très intéressante. Sur le e-commerce, tu as pas mal d'events qui sont bien en vérité. Tu vois, Tech for Retail, c'est vraiment, je pense, devenu l'incontournable sur le marché français. On y était avec Payplug, mais Tech for Retail, c'est vraiment devenu l'incontournable avec les soirées Payplug, parce que les soirées Payplug, on se marre bien et on rencontre plein de monde. Les célèbres Les célèbres soirées Payplug, exactement. Après, non, tu as énormément énormément de contenu aussi sur LinkedIn de personnes à suivre. Tu vois, par exemple, je trouve que sur la partie acquisition, Étienne de Rhodes, qui est une agence d'acquise, très fort. Les contenus qu'il lâche sont vraiment, vraiment ultra smart. Sébastien Tortue de Boost Conversion sur la partie landing page. En vrai, on cite que les copains, mais à chaque fois, c'est des contenus qui sont ultra pertinents. en Et même puis temps, non, comme sinon, oui, non, partenariat, en fait. t'as les... Ouais, non, mais de ouf. Non, en fait, sinon, t'as les GOAT, je les ai cités un peu tout à l'heure, mais t'as les GOAT, t'as Simon Lefebvre et Benjamin Brisebout de Moon Moon, qui est une agence Shopify. Eux, pour le coup, sont vraiment les experts / passionnés Shopify et ils ont une page YouTube qui est ultra intéressante. Ouais, c'est un peu pour moi les sources d'inspiration. Après, j'aime bien aussi lire les contenus américains. Je pense que le e-commerce, d'une manière générale,
comme pour beaucoup de sujets, mais le e-commerce, tout ce qui se passe aux États-Unis, il faut se dire que 3 ans plus tard, ça arrive en France. Donc c'est bien de prendre un peu le pouls de ce qui se passe en termes de tendance aux US. Je trouve que Tapcart, par exemple, qui est une solution que j'aime beaucoup, qui est une solution qui permet de convertir ton site e-commerce en application. C'est une solution à suivre, notamment dans le contenu qu'elle lâche. Ils font tous les ans notamment, c'est le BFCM Consumer Trends, qui est vraiment impressionnant. D'efficacité de contenu, de data, d'analytics, enfin vraiment c'est assez lourd. Voilà, c'est à peu près tout ce que c'est une partie de ce que je lis. C'est déjà beaucoup. Super intéressant, trop cool du coup d'avoir ces ressources pour pouvoir creuser le sujet. On va adresser les 2 questions. On a une première de Maxime qui nous dit hello les boss, très quali ces webinars PL. Quand vois-tu le B2B se digitaliser versus B2C? Vois-tu beaucoup de sociétés travailler leur marque comme en B2C et accélérer sur leur e-com et marketplace? Alors, le B2B. En fait, oui, si tu prends l'angle marketplace, en fait, l'évolution des marketplaces, mais je me souviens qu'on a eu une discussion par message interposé avec Maxime à ce sujet. Pour moi, en gros, le sujet marketplace est vraiment en train de devenir primordial dans le sens où la croissance marketplace est considérable par rapport à la croissance D2C. Quand tu regardes, je crois que la partie marketplace, c'est une croissance supérieure c'est 6 fois supérieure au D2C. Ah ouais? C'est absolument colossal. On a vu évidemment les évolutions, tu vois, les grandes innovations avec des miracles ou autres. D'un point de vue marketplace, j'en parlais récemment, mais je pense que Shopify a mis le doigt dans un truc intéressant. C'est une feature qui était sortie, qui avait été annoncée en mi-2023, qui s'appelle Collectif, qui permet en fait de connecter, en tant que marque Shopify, de connecter à d'autres marques qui sont également sur Shopify pour pouvoir en fait partager des produits sur le site sur les sites de marque. C'est-à-dire, je suis une marque A, je vends un blender, et ben j'ai envie de m'associer, de me connecter à la marque B, qui est également sur Shopify, qui vend elle des poudres, des poudres protéinées, tu vois, des poudres de protéines en poudre plutôt. Et donc en fait, c'est comment est-ce que j'arrive à me connecter à ces marques-là pour, encore une fois, offrir une expérience globale à mon consumer et nécessairement à augmenter mon AOV et à réduire mes coûts d'acquisition. En relatif, entre guillemets. Donc pour moi, en fait, le B2B a sur la partie marketplace, en tout cas, a un avenir qui est tout à fait radieux, si en tout cas, on prend les bons problèmes et qu'on essaye de leur poser d'y opposer les bonnes réponses. Tu vois. Ouais. Je pense qu'effectivement, Collective est une partie de la solution. En tout cas, l'angle que Shopify prend est une partie de la solution. Je pense qu'effectivement, d'avoir des sortes de grandes centrales. Parce que tu vois, quand je prends un peu Miracle, en fait, Miracle, c'est un peu comme un métro pour les restaurants. C'est-à-dire que Miracle, en gros, sur Miracle, tu vas monter ta partie marketplace et en fait, tu as tous les salons, je suis une marque cosmétique, tu as tous les salons de beauté de France et de Navarre qui vont venir se connecter et qui vont pouvoir venir passer des commandes. Donc en fait, c'est comment est-ce que tu rends toute cette dynamique B2B beaucoup plus simple. Les marketplaces sont une partie de la réponse, j'en suis convaincu. J'espère que Maxime, j'ai pu répondre à ta question. On a une autre question de Frédéric qui nous dit comment arrives-tu à rester neutre dans tes recommandations, le sens payplug vers éditeur agence? Tu adresses le même lead à plusieurs agences compatibles au brief client. Ouais, super intéressant de comprendre cet aspect. Ouais, sur les agences, moi je fais pas de recommandations au niveau des agences digitales. Les agences digitales, j'entends les agences qui font des sites. Il y a des sujets qu'on adresse et j'allais dire par retour par retour d'ascenseur, on va adresser très rapidement dans un laps de temps très court le même sujet à une agence à la même agence. Par contre, c'est sur les agences, notamment les agences CRM, acquisition et autres, où là, tu vois, typiquement, j'ai un marchand qui me dit j'ai un besoin spécifique sur tel, par exemple, je veux faire du TikTok, je veux faire de l'UGC. En fait, moi, j'ai un réseau d'agences avec lesquelles je travaille, qui est un réseau d'agences extrêmement restreint, en tout cas sur la partie acquisition, CRM et tout. Dans chaque partie, tu vas avoir 3-4 agences maximum, et chacune, véritablement, a une spécificité. Il y en a qui font du SEO, il y en a qui n'en font pas. Il y en a qui font de l'acquisition sur Facebook, il y en a qui n'en font plus. Il y en a qui sont experts sur du méta, il y en a qui sont plutôt experts sur du TikTok et du Snapchat. Donc en fait, encore une fois, c'est
comment est-ce que tu connais ton réseau et comment est-ce que de la manière la plus pertinente possible, comment est-ce que tu fais pour orienter le plus facilement ton client, ton prospect, tout ce que tu veux. Donc Ouais, non, je n'envoie jamais à plusieurs agences en même temps. ouais, d'abord, tu qualifies du coup le lead. T'as aussi... Ouais, exactement. Non, tu qualifies et en fait, tu fais toi-même ton entonnoir. Mais après, tu as aussi des marchands qui me disent non, moi, je veux rencontrer 3 agences. Tu en as d'autres qui me disent moi, je veux rencontrer qu'une agence. Et en fait, leur besoin est tellement large que je leur dis écoute, là, en vrai, tu vas peut-être que tu aies plusieurs avis. Mais de la même manière qu'une agence va. Enfin, c'est extrêmement rare aujourd'hui qu'une agence dise on en a certaines qui font ça, mais avec qui on a une relation particulière. Mais c'est très rare les agences qui vont te dire moi, je ne te conseille que Payplug sur la partie paiement. Mais parce que, encore une fois, c'est une question de conseil. Enfin, je veux dire, d'un point de vue conseil, tu prends un besoin et ensuite, en fonction de ton besoin, est-ce qu'il y a des solutions qui y répondent? Voilà. Ouais, bien sûr. Alors, en l'occurrence, tu peux recommander si tu as une marque ou un partenaire top of mind, je peux dire, bah, lui, c'est notre partenaire et on a ultra confiance en eux parce que XXX. Ou alors, tu peux dire, bah, voici nos partenaires et voici leurs éléments différenciants. On va bientôt se quitter. Avant de se quitter, merci à tous d'avoir partagé vos questions. Et est-ce que tu as une actu perso de Payplug ou de l'écosystème à partager? Ouais, j'en ai plein. Arrière du- Je vais essayer de trier. Déjà, vous allez toutes et tous aller sur Anaking et suivre la newsletter Anaking. Bref, non, blague à part. Qu'est-ce qu'on a comme actu? On recrute chez Payplug. Je profite de ce temps de parole que tu me donnes pour, et d'ailleurs encore merci, pour le dire. On recrute chez Payplug au partenariat. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à m'écrire. On recrute sur 3 postes aujourd'hui sur les partenariats. À savoir qu'on est une équipe qui est constituée de 5 personnes aujourd'hui sur les partenariats. 8 personnes, pardon. Ouais, 8 personnes sur les partenariats. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme actu? Non. Les gens qui vont rejoindre cette équipe, c'est une team d'Avengers et ils risquent de soit Ouais. c'est un truc où ils vont générer 85% du revenu de Payplug, soit sinon apprendre énormément. Bon, entre toi, Vincent, Alexandre, etc. Enfin, il y a que des goats. Je pense que c'est Ouais, en vrai, il y a que des kings. Il y a que des kings dans cette boîte. Et en vérité, je prêche pour ma paroisse, mais je le dis de manière euh, très transparente et très objective. Je n'ai jamais connu une boîte qui laisse autant de liberté intellectuelle que Payplug. C'est-à-dire que on est dans une boîte qui te pousse à systématiquement être curieux. Je veux dire, je n'aurais pas créé cette newsletter qui me prend quand même 1 heure de rédaction de temps pour 1 minute de lecture, à savoir que les épisodes font en moyenne 15 minutes de lecture, donc c'est quand même 15 heures par mois que je passe à préparer chaque épisode de newsletter. Je l'aurais jamais fait si j'avais pas eu ce soutien indéfectible de la part de Alexandre, de Nicolas de Villars chez nous, de Flora Rivo quand elle était encore chez nous. Enfin voilà, c'est vraiment, on est dans une boîte qui te pousse à être curieux et qui veut que en gros, que tu casses la baraque, quoi. bah let's go. Rejoignez l'équipe. Mais en vrai, ouais, c'est une des actus, en tout cas, on recrute sur la partie partenariat. Et si tu as une tête, avant de se quitter, pour conclure, tu as une petite recommandation de personne ou un sujet que je devrais aborder dans un prochain webinaire? Bah, sur la partie partenariat, il y en a tellement qui pourraient parler, mais il y en a déjà tellement qui ont parlé. Je vais essayer d'être le plus bref parce que ça y est, on a dépassé le temps. Je pense que c'est l'une de mes meilleures rencontres de l'année d'un point de vue. Alors, déjà, on s'est excessivement bien entendu comment dire, dans notre discussion. On a beaucoup ri. On s'est revu plusieurs fois, même dans la vision qu'on partage des partenariats. C'est Cindy qui est maintenant chez Automne, que tu connais très bien. C'est vraiment, enfin, moi, je sais que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup voir croiser sur des événements. J'aimerais beaucoup l'entendre. Elle m'a invité à son podcast, là, donc je dois y aller. Mais j'aimerais beaucoup l'entendre parler aussi, invité à un micro. Donc voilà. Écoute, ouais, tu fais bien d'en parler. Ça fait longtemps que je l'ai en tête. Bah, je vais lui envoyer un message. Et ça sera pour Et 2020. Automne, en plus, la boîte qu'elle a rejoint, Automne, c'est vraiment une solution que je vais suivre de très très près parce qu'il y a un vrai sujet, tu vois, on revient pour boucler là-dessus, mais sur l'IA. Je pense que l'IA va, notamment sur le segment logistique, va vraiment apporter beaucoup de choses sur les prochaines années. C'est déjà le cas, c'est déjà en cours. Ouais, c'est clair, Automne est très très bien. Pour cet épisode, merci à tous d'avoir participé à cette pause déj ensemble. Merci pour votre confiance. C'est trop cool. Et retrouvez-nous en 2025, le jeudi 16 janvier à midi, où on parlera d'analyse et création du bilan de sa stratégie sur l'année précédente avec Thomas Dussara. Et on fera 2 épisodes, un sur
le bilan de la stratégie et comment est-ce que en deuxième épisode, comment est-ce que tu crées à partir de ce bilan du coup ta stratégie 2025. Bonne journée à tous. Merci PL et puis bon à très bientôt. Ciao. Avec plaisir, salut.